Merci aux courageux et aux courageuses qui sont restés. Moi, je vous emmène dans la prévention des maladies cardiométaboliques avec la possibilité en fait, d'évaluer les interventions non médicamenteuses par une nouvelle technique qui est la quantification des acides aminés à chaîne ramifiée. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué. Donc d'abord, je remercie toutes les personnes et les structures qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Et comme le disait le professeur Nino ce matin, je pense qu'on ne peut pas faire d'intervention non médicamenteuse sans une équipe pluridisciplinaire et plurisectorielle. Et à côté de ça, donc, je déclare un lien d'intérêt puisque je suis la directrice générale médicale de Prédia et que je vais vous présenter en partie ce que fait Prédia, donc difficile d'éviter l'intérêt. Voilà, donc je repars de la situation normale en fait. Dans notre vie de tous les jours, on consomme ce qu'on appelle des acides aminés à chaîne ramifiée, donc les BCAA, que l'on trouve dans la viande maigre, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les noix et les poudres protéinées. Et ces BCAA, lorsqu'ils sont consommés en quantité normale et adéquate, nous aident à construire, à réparer notre corps, à réguler la glycémie ou à donner de l'énergie quand on produit un effort. Donc on en a besoin, ils sont essentiels et bénéfiques. Cela dit, lorsque on a un mode de vie qui est moins adéquat, avec une alimentation déséquilibrée, un style de vie sédentaire, un surpoids ou une obésité, consommation d'alcool ou de tabac, des problèmes de sommeil, de stress, si on est porteur du VIH ou si on a une hérédité particulière, alors on a tendance à augmenter son niveau de BCAA dans l'organisme. Et cette augmentation de BCAA, donc ces acides aminés à chaîne ramifiée qui normalement sont bénéfiques, cette augmentation, ce niveau élevé va devenir délétère et va être à l'origine de toute une série de dysfonctionnements métaboliques qui vont amener vers les maladies cardiométaboliques. Donc en fait, vous voyez par ce schéma, alors je vous épargne les explications physiologiques, si vous voulez les avoir, je peux vous les expliquer après, mais vous voyez que en fait, il y a vraiment toute une cascade de dysfonctionnements qui va aboutir aux maladies cardiométaboliques et que le point commun de un des grands points communs de cette cascade de dysfonctionnements métaboliques, c'est l'accumulation d'acides aminés à chaîne ramifiée. Donc en travaillant sur cette accumulation, on peut prévenir ou guérir ou éviter les maladies cardiométaboliques. Alors de quelles maladies on parle ? On parle de nombreuses maladies qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, l'apnée du sommeil, ou pour les femmes en âge de procréer, le syndrome des ovaires polykystiques, l'infertilité, de nombreux cancers, l'insuffisance rénale, la maladie du foie gras, vous voyez et encore les maladies cardiovasculaires. Donc c'est plus de 20 pathologies qui, à l'origine, sont dues à notamment cette accumulation d'acides aminés à chaîne ramifiée. Alors évidemment, ce phénomène n'est pas le seul à amener à toutes ces maladies, mais il y contribue fortement. Vous voyez que ces maladies cardiométaboliques, en France, elles sont proéminentes. C'est la première cause de décès au monde, la première cause de décès chez les femmes, la deuxième cause de décès en France, toute population confondue. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a une personne sur 5 qui est obèse et une personne sur 2 qui est en surpoids et en obésité. On a une personne sur 3 qui a de l'hypertension, mais la moitié d'entre eux ne le savent pas. Une personne sur 10, une femme sur 10 qui est atteinte des ovaires, du syndrome des ovaires polykystiques et qui va avoir des problèmes pour elle-même et aussi d'infertilité. Voilà, une personne sur 5 qui a une maladie du foie gras,
une femme sur 8 qui a un cancer du sein. Je vous ai donné quelques exemples pour vous donner un aperçu de l'ampleur de ces maladies aujourd'hui dans notre population. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on pense souvent qu'il n'y a que les gens en surpoids ou obèses qui vont aller vers ces maladies cardiométaboliques, de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, plusieurs études ont montré que parmi les gens qui ont un poids normal, il y a une personne sur 4 qui en fait est en mauvaise santé cardiométabolique. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 facteurs anormaux quand on regarde les triglycérides, l'hyperglycémie, une tension artérielle élevée, etc. Et à contrario, parmi 3 personnes obèses, il y en a une sur 3 qui va être en fait en bonne santé cardiométabolique. Elle est effectivement en poids excessif, mais ça ne s'accompagne pas de dysfonctionnement cardiométabolique. Donc l'IMC, comme on l'appelle, l'indice de masse corporelle, ne va pas être suffisant pour savoir qui est en bonne santé cardiométabolique et qui ne l'est pas. Quand on regarde ce tableau, on voit aussi que plusieurs autres études ont montré que si on utilise seulement les acides aminés à chaîne ramifiée et qu'on les quantifie, eh bien, on peut faire cette distinction. Parmi les gens qui sont minces, on retrouve parmi ceux qui ont une mauvaise santé cardiométabolique un haut niveau d'acides aminés à chaîne ramifiée. Et à contrario, la personne obèse qui a une bonne santé cardiométabolique, on va voir qu'elle a des acides aminés normaux. Donc en fait, avec un seul examen, on peut déjà faire ce tri et identifier les personnes qui sont à risque et les personnes qui ne le sont pas, quel que soit leur poids. Et ça, c'est important pour cibler les gens qui sont à risque et pouvoir leur apporter des réponses significatives et pas forcément à tous les obèses ou à toute la population en général. Donc vous voyez que si on a un risque élevé, un niveau élevé d'acides aminés à chaîne ramifiée, donc des BCAA, eh bien on va avoir un risque largement accru de développer toute une série de maladies cardiométaboliques. Donc si vous prenez par exemple une personne qui a des BCAA élevés à 25 ou 30 ans, dans les 10 ans ou 15 ans qui vont venir, elle aura 5 fois plus de chances de risque de faire un diabète de type 2. 2 à 3 fois plus de risque de devenir obèse, etc. Et donc, ce qui veut dire qu'un niveau élevé de BCAA à un temps T est prédictif de ce qu'il va probablement vous arriver dans les années à venir. Et qu'on a, quelque part, si on vous dépiste à un temps T avec un niveau élevé de BCAA, on a peut-être du temps pour éviter que vous ne développiez ces maladies cardiométaboliques. Vous voyez dans cette étude, alors je vous ai pris surtout des exemples sur le diabète, mais on pourra en prendre sur toutes les maladies cardiométaboliques que je vous ai montrées. C'est une étude qui suit des gens pendant 30 ans. Et au départ, aucun d'entre eux n'a une maladie cardiométabolique. Vous voyez que par contre, ils ont un niveau d'acide aminé à chaîne ramifiée qui est différent. Vous avez le groupe du bas qui a un niveau bas d'acide aminé, un niveau normal. Vous avez le groupe du milieu qui est un peu élevé. Et puis le groupe du haut qui a un niveau très élevé de BCAA au début de l'étude. Pardon. Et on va les suivre pendant 30 ans en répétant la mesure des BCAA. Et on va voir qu'en fait, ceux qui font partie du groupe avec un niveau très élevé de BCAA, sont ceux qui vont présenter 6 fois plus de diabète que les autres. Et on le savait dès le départ, en fait. C'est ce que montre cette diapo. C'est-à-dire que si vous êtes dans le groupe du haut, vous avez beaucoup plus de risques de faire le diabète de type 2. Et on le sait 30 ans en avance. Et du coup, en dépistant les BCAA, on peut connaître votre risque et pouvoir vous prévenir de ce développement des maladies cardiométaboliques. Ce qui est intéressant, c'est que à la deuxième année, personne n'avait encore une augmentation de l'indice de masse corporelle et personne n'avait aucun autre facteur de risque de maladie cardiométabolique. Ça veut dire que seul un niveau élevé de BCAA était prédictif et était déjà présent à ce moment-là. Donc c'est un facteur de prédiction très précoce en fait dans le temps. On a la même chose avec le diabète gestationnel. Vous savez, aujourd'hui, une femme sur 6
fait un diabète gestationnel pendant sa grossesse. Aujourd'hui, on dépiste le diabète gestationnel au milieu de la grossesse, à la 24e, 26e semaine à peu près. Mais en fait, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, c'est déjà trop tard, on n'a plus assez de temps pour éviter les dégâts du diabète gestationnel et sur la maman et sur l'enfant à naître. Alors qu'en fait, si on regarde, il y a plusieurs études qui montrent ça, quand on regarde même la femme avant qu'elle tombe enceinte, elle a déjà notamment des BCAA élevés. Si elle a ces BCAA élevés, elle a déjà 2 fois plus de risque de faire un diabète gestationnel. Donc on le sait avant, et pour l'instant, on ne dépiste pas. On attend la moitié de la grossesse. On pourrait dépister aussi plus tôt, au début de la grossesse, en faisant un test sur les BCAA. Ah, cette femme a des BCAA élevés. Du coup, on pourrait décider de dépister son diabète gestationnel plus tôt ou de la suivre plus régulièrement ou de lui proposer des interventions non médicamenteuses dès le début de la grossesse pour qu'elle ne fasse pas ce diabète gestationnel. Parce que finalement, si elle le déclenche, non seulement il y a des gros risques pour elle-même et pour son bébé, on peut avoir des morts in utero, des morts à la naissance, des problèmes néonataux qui nécessitent des soins intensifs, un poids trop gros pour la naissance, pour l'âge de naissance, etc. Donc pour le bébé, c'est extrêmement délétère. Et surtout, on voit que ces femmes-là, elles vont aussi avoir 30 à 70% plus de risque de développer un diabète de type 2, même si elles perdent leur diabète gestationnel après la grossesse. C'est-à-dire elles reviennent à une glycémie normale, et pourtant elles sont en train de préparer un diabète de type 2. Et ce qui est encore plus important, c'est que pour l'enfant, il naît, en fait, il y a une transmission épigénétique, il naît avec un profil métabolique délétère qui le conduit beaucoup plus que n'importe quel autre enfant vers l'obésité, vers les maladies cardiovasculaires, vers le diabète et les maladies cardiométaboliques en général. Et en fait, on crée un cycle transgénérationnel d'obésité et de maladies cardiométaboliques qui se répercutent sur plusieurs générations. Alors que dès le départ, on aurait pu arrêter ce cycle en dépistant la maman avant et en lui proposant peut-être de retarder son désir de grossesse de quelques mois, le temps de diminuer ses BCAA, de rétablir sa bonne santé cardiométabolique et que la grossesse se déroule bien et que le bébé naisse en pleine santé et qu'il grandisse bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, les BCAA augmentent très précocement et on voit qu'ils, souvent, comme je vous l'ai dit plus tôt, ils augmentent avant les autres marqueurs ou les autres facteurs de risque des maladies cardiométaboliques. Alors ce schéma, cette présentation, elle est très schématique. Ça ne veut pas dire que forcément, 9 ans avant une maladie cardiométabolique, on commence à augmenter son insulinorésistance. Il fallait bien choisir un moment où la courbe monte. Certaines études vous montrent que ça monte 15 ans avant, certaines études vous montrent que ça monte 2 ans avant. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer que bien avant l'expression d'une maladie cardiométabolique, la santé cardiométabolique se détériore et que si on faisait ces tests-là à ce moment-là, eh ben on aurait une fenêtre d'opportunité qui peut être jusqu'à 10 à 15 ans pour rétablir les choses et éviter ou retarder les maladies cardiométaboliques. Et donc notamment, les BCAA et la résistance à l'insuline sont très sensibles aux interventions non médicamenteuses. Aujourd'hui, c'est ce qu'on considère comme plus efficace, même par rapport aux médicaments ou à la chirurgie bariatrique. Alors par contre, si on vous dépiste quand vous êtes déjà très haut dans les BCAA, l'insulinorésistance, etc., peut-être qu'il faudra des interventions non médicamenteuses, plus du médicament, voire peut-être une chirurgie bariatrique si vous avez les critères de l'obésité et qu'on n'arrive pas à vous faire redescendre. Mais vous voyez que pendant toute une période, en fait, les interventions non médicamenteuses, comme des modifications alimentaires ou l'activité physique, suffisaient largement à refaire basculer les choses dans le bon sens, à refaire partir votre métabolisme et finalement à prévenir ou retarder au moins les maladies cardiométaboliques. Donc ça c'est aussi pour dire, voilà, on a une multitude d'études aujourd'hui qui montrent que les interventions non médicamenteuses sont extrêmement effectives pour prévenir ou retarder les maladies cardiométaboliques. Et on en a, ça peut être des modifications alimentaires, de l'activité physique, des interventions communautaires, de l'éducation à la santé, des entretiens motivationnels ou un mix de tout ça. Mais on voit que s'ils sont bien menés
et fait en accord avec les patients, en accord avec le mode de vie, avec les objectifs des patients ou des personnes, s'ils ne sont pas encore malades, eh bien, on arrive à des réductions importantes du diabète de type 2. De nouveau, je vous ai repris des exemples sur le diabète de type 2, mais on retrouve la même chose sur d'autres pathologies cardiométaboliques, enfin la prévention de maladies cardiométaboliques. Et on réduit aussi la mortalité toutes causes confondues. Et donc vous voyez aussi en bas, pardon, ça a dépassé un peu le cadre, que c'est la même chose pour le diabète gestationnel. Si on met en place des interventions non médicamenteuses avant les 15 premières semaines de grossesse, on arrive à diminuer déjà le diabète gestationnel de 20%. Ce qui n'est pas petit, comme on dit chez moi. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que si on travaille sur les BCAA et sur l'insulinorésistance, on arrive à peu près au même résultat. Vous voyez, cette étude sur la gauche vous montre qu'on a pris des jeunes Américains de 20 à 30 ans qui n'avaient aucun facteur de risque et on s'est rendu compte qu'ils avaient un risque de 43% de développer un infarctus du myocarde dans leur vie. Par contre, si on normalisait leur résistance à l'insuline, alors on diminuait ce risque de 42%. Donc on sait, c'est déjà présent, pourtant ces jeunes n'avaient aucun signe de maladie cardiométabolique, mais leur santé cardiométabolique était déjà malade en fait, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc la même chose de l'autre côté, montrant que si vous intervenez sur le poids, perdre 5 à 7% du poids pour quelqu'un qui est déjà en obésité peut prévenir ou retarder 60% des diabètes et améliorer donc le niveau de BCAA et la sensibilité à l'insuline, donc réduire la résistance à l'insuline. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en fait, on peut utiliser ce niveau de BCAA pour savoir où on en est dans sa santé cardiométabolique. Et on peut l'utiliser également pour mesurer l'efficacité des interventions non médicamenteuses qui nous réunit tous aujourd'hui. C'est-à-dire comment on fait. Alors de l'autre côté, ils sont beaucoup plus nombreux en train de faire le référentiel des interventions non médicamenteuses. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir identifier des facteurs objectivables qui permettent de dire oui, mon intervention non médicamenteuse, elle fonctionne. Donc c'est rassurant pour le soignant et c'est très intéressant pour le patient parce que c'est motivant. S'il voit ses BCAA diminuer, il sait qu'il est sur le bon chemin et il va le sentir lui-même, il va sentir qu'il est mieux, que son énergie est meilleure, que son sommeil est meilleur, qu'il commence peut-être à perdre du poids. C'est pas forcément le but, puisqu'on voit que même des interventions qui sont isocaloriques, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à diminuer la quantité de nourriture, mais qui améliorent la qualité de nourriture pour faire baisser les BCAA, eh ben, ça améliore la santé cardiométabolique. Donc nous, en fait, on ne cherche pas forcément à faire perdre du poids aux gens, mais surtout à améliorer l'intérieur de leur corps pour refaire démarrer le système. Donc vous l'aurez compris, pourquoi quantifier les BCAA? Eh bien parce que ça concerne un grand nombre de populations, que c'est une cause commune de maladies cardiométaboliques et de mortalité, parce qu'on a 10 à 15 ans de fenêtre devant nous, dans les meilleurs cas, et parce qu'on peut agir sur ce niveau élevé de BCAA et renverser la balance en notre faveur. Aujourd'hui, en France, on a développé un test qui s'appelle le test IDIR et qui permet de mesurer les BCAA dans l'urine. Et cette mesure est quantitative, donc elle permet de dépister un haut niveau de BCAA et elle permet de suivre l'évolution des BCAA dans le temps. Donc ça, on en a déjà parlé, hein. Vous savez comme moi que les maladies cardiométaboliques sont un lourd tribut pour le système de santé. Alors, la plupart des études dont je fais référence étaient basées jusqu'à maintenant plutôt sur une mesure des BCAA sanguins. Et finalement, on a de plus en plus de mesures des BCAA urinaires dans la recherche clinique, mais jusqu'à maintenant, on ne l'utilisait pas dans la routine, dans la clinique de routine, les soins primaires et secondaires, parce que c'était fait sur des mesures, des équipements complexes et coûteux. Et finalement, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire sur un test qui est assez simple, qui nécessite encore une mesure en laboratoire,
mais qui est beaucoup plus facile d'utilisation et qui peut se faire en routine. Donc voilà, le test IDIR, c'est un test qui est fiable aujourd'hui et qui est parfaitement commercialisable en France avec un marquage CE, un enregistrement à l'ANSM. Il a fait l'objet de publications dans le Lancet. On peut faire 45 tests en même temps sur une durée de technicage de 60 minutes, donc c'est assez rapide. Et puis surtout, c'est quantitatif, ça permet de suivre l'évolution de la santé cardio-métabolique de façon non invasive, donc simplement sur un échantillon urinaire. Donc il a montré ses preuves lors de l'étude de validation qui s'est faite au CHU de Montpellier. Et donc ce test, il a été créé par un laboratoire public-privé qui s'appelle CIS2Diag, qui est une collaboration entre le CNRS de Montpellier et le groupe Alsan, et qui donc est produit par une entité qui s'appelle SkillCell. Voilà, donc c'est une innovation française et c'est le seul test urinaire de quantification des BCAA au monde. Donc pour l'instant, on en a la primeur en France grâce à la recherche française de ces entités. Alors, puisque le test ne veut pas tout faire tout seul, il va juste vous dire que vous êtes à risque, derrière, on propose un programme de prévention des maladies cardio-métaboliques. Donc, vous l'aurez compris, au départ, on propose aux gens de faire un questionnaire d'évaluation des risques et puis de cumuler ce questionnaire avec la réalisation d'un test IDIR qui va vraiment nous permettre, grâce à un algorithme, de savoir dans quel état est leur santé cardio-métabolique. Ce qui va nous permettre de classer les gens en bonne santé cardio-métabolique, moyenne, c'est-à-dire des gens qui sont déjà insulino-résistants mais pas encore malades, et chez qui on va pouvoir peut-être réverser les choses. Et puis finalement des gens qui sont peut-être déjà malades, qui sont insulino-résistants et qui présentent d'autres maladies, enfin déjà des maladies cardio-métaboliques, mais peut-être qu'on va dépister précocement, ce qui est rarement le cas finalement aujourd'hui. On me racontait encore aujourd'hui que le frère ou la sœur d'un de nos collègues avait été dépisté très tardivement du diabète de type 2 et c'est encore le cas souvent aujourd'hui. Et donc, on va proposer une prévention primaire, secondaire ou tertiaire selon la catégorie de personnes qu'on va définir par le test IDIR et le questionnaire d'évaluation des risques. Donc, vous voyez que ce processus, c'est plutôt un processus de tri. Évidemment, si les personnes ont besoin d'un bilan cardio-métabolique approfondi, on va évidemment leur proposer également. Mais déjà, initialement, avec peu d'éléments, vous pouvez vous situer et on peut vous proposer un programme d'intervention non médicamenteuse qui va être adéquat à vos objectifs, mais aussi à votre situation, à votre santé cardio-métabolique. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec un accompagnement humain qu'on veut assez rapprocher parce qu'on pense que ça reste la clé de la réussite d'un programme d'intervention non médicamenteuse, donc avec des activités en groupe ou individuelles, avec des activités à distance ou en présentiel, et avec le support d'une application un peu tout en un où vous pouvez rentrer vos données, vous pouvez recevoir des informations, prendre des rendez-vous pour des consultations ou pour des séances d'activité physique en présentiel, en distanciel. Vous pouvez recevoir des conseils, des recettes de cuisine, etc. Donc c'est un peu un tout en un, bien-être, nutrition, santé et activité physique. Mais globalement, vous serez toujours suivi par des hommes et des femmes, des experts, qui vont avoir défini avec vous le parcours d'intervention non médicamenteuse qui vous convient bien et qui vont vous motiver pour suivre ce parcours et atteindre vos objectifs. Voilà, donc on est complètement basé sur des preuves scientifiques. On n'utilise que des interventions non médicamenteuses qui ont fait leurs preuves. On continue à avoir un appui médicalisé, mais surtout personnalisé et accessible, en accord avec les objectifs de la personne, avec son mode de vie, avec sa culture. On essaie d'utiliser donc les innovations qui sont le test IDIR et puis cette application tout en un, donc, comme je vous le disais, qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc
C'est un projet récent et qui maintenant est en train d'être testé par la ville et la métropole de Montpellier, qui ont décidé sous l'égide de Medvalley, qui est un peu le hub innovation en santé, en environnement, en agroalimentaire et en eau, de soutenir ce projet et de le proposer d'abord aux agents de la ville. Donc, dans l'idée que les innovations créées par la recherche de la ville puissent servir en premier lieu aux habitants de la ville et à ceux qui font de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on travaille ensemble et peut-être l'année prochaine on viendra vous présenter les résultats de ce projet et puis de tous les autres qu'on aura fait d'ici là. Voilà, je vous remercie. Déjà, merci pour cette présentation. Et j'avais une question. C'est sur combien de temps que vous réévaluez après une modification, par exemple, quelqu'un qui va avoir un taux élevé, vous allez proposer un programme, j'imagine il y a une durée, quelque chose. Et sur combien de temps? Et après, est-ce que vous pensez les réévaluer après est-ce que ces personnes-là doivent maintenir tout ça pendant longtemps pour que leur métabolisme reste activé comme ça, puisque j'imagine que sinon elles peuvent retomber à des niveaux élevés encore. Donc la fréquence à laquelle on va faire le test IDIR dépend aussi de la situation, de la catégorie de la personne. En prévention primaire, évidemment, vu que la personne est insulinosensible, on va lui proposer de continuer parce qu'a priori elle est sur le bon chemin et on va lui proposer peut-être de revenir dans un an faire le test pour se rassurer si elle continue à faire les bonnes choses. Par contre, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les BCAA, et c'est pour ça que c'est un bon marqueur d'intervention non médicamenteuse, c'est les BCAA qui diminuent parmi les marqueurs le plus rapidement. Donc quelqu'un qui serait avide de savoir si ça marche et qui a besoin d'objectiver ses efforts, on va lui proposer plus souvent. Nous, on aurait tendance à dire pour une catégorie moyenne, tous les 3 à 6 mois. Après, ça dépend aussi, pour l'instant, ce n'est pas un test qui est remboursable, donc ça dépend aussi du pouvoir d'achat de la personne. Mais en gros, on voit, alors certaines études montrent déjà une diminution des BCA à 6 semaines, mais il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les études disent 3 mois, un premier test à 3 mois, ça peut montrer déjà une réduction des BCA. Donc raisonnablement, 3 mois, ça paraît bien, quoi. Et idéalement 6 mois. Après, c'est vraiment aussi... les packages qu'on va proposer, évidemment, doivent tenir compte des pouvoirs d'achat des gens. On aimerait bien pouvoir résoudre les inégalités sociales, parce qu'on sait que toutes ces maladies sont surtout à viser atteintes, que les personnes précaires sont plus atteintes que les autres. Désolée, je ne trouve plus mes mots. Mais pour l'instant, on n'a pas de remboursement. Donc, on travaille, on présente le projet aux mutuelles, aux collectivités, etc. Là, par exemple, pour les collectivités, c'est un beau projet parce que c'est toutes les classes sociales. Ça peut être l'homme qui travaille dans les jardins, comme le maire de la ville. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, on arrive, en passant par les collectivités, à un beau projet qui résout les inégalités sociales. Et donc là, on est sur un test à 6 mois. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est rapide. Du coup, j'ai 2 questions en fait. Est-ce que ça dépend de la qualité nutritionnelle? Là, les BCA circulants, apparemment, oui. Et du coup dans les urines. Et ma deuxième question, c'est si on veut faire des détections de masse, est-ce que en priorité commencer à observer le temps passé assis et ensuite peut-être proposer ce dépistage? Ce serait peut-être plus accessible, je sais pas. Parce que vous évoquez un test, est-ce que il compte le temps passé assis, qui est probablement prédicteur également de maladies cardio-métaboliques? Oui, dans la première stat, je montrais qu'effectivement l'alimentation trop gras, trop sucré, trop salé agissent sur les BCAA et les font s'accumuler par différents mécanismes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pas. Ce qui est trompeur, c'est qu'on se dit, si on mange trop, c'est pas grave de manger trop de légumineuses ou trop de. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est que les aliments qui contiennent les BCAA sont des bons aliments. Et c'est souvent eux qu'on va proposer
dans les propositions nutritionnelles, dans les modifications alimentaires dans le parcours. En fait, c'est pas en mangeant trop de ces aliments-là que vous accumulez les BCAA. C'est en mangeant trop gras, trop sucré, trop salé que vous allez accumuler ces BCAA. Et que vous allez aussi dérégler le microbiote. Et du coup, en redonnant des BCAA par ces bons aliments, vous allez réguler le microbiote et tout ça va se remettre en route. En fait, il y a vraiment beaucoup de mécanismes physiologiques dans lesquels je ne suis pas rentrée. Effectivement, la sédentarité, la faible activité physique, la mauvaise alimentation, tout ça contribue. Si vous voulez faire un dépistage de masse, c'est aussi pour ça qu'on fait une évaluation par questionnaire, initialement, pour conscientiser les gens et pour qu'ils aient un premier niveau de « Ah oui, vous risquez d'avoir une insulinorésistance et des BCAA augmentés. On vous incite fortement à vous faire tester. » Alors, chez nous, ailleurs, voilà, mais en tout cas, il y a un risque, il est présent, et c'est maintenant que vous pouvez faire quelque chose. Alors aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de prévalence. Dans certains pays, on a la prévalence de la résistance à l'insuline. Elle va jusqu'à 46% de la population dans certains pays, donc une personne quasiment sur deux. En France, on évalue le syndrome métabolique, qui est un proxy de l'insulinorésistance, et du coup, on est à entre 20 et 25%, donc une personne sur quatre présente une résistance à l'insuline. Donc on est quand même voilà, nombreux à être concernés, même aujourd'hui, si je vous dépistais, voilà, parmi nous, il y aurait des gens qui sont insulinorésistants et qui ne le savent pas encore et qui ne connaissent pas leurs risques. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur la conscientisation pour que les gens fassent le test ou un autre, mais commencent à prendre conscience et à pouvoir travailler quand ils sont. C'est vraiment pour améliorer la qualité de vie, pas forcément pour l'allonger non plus. Mais on sait qu'aujourd'hui, à partir de 40-45 ans, la qualité de vie diminue alors qu'il nous reste quand même quasiment la moitié de notre vie à vivre, quoi. Ça vaut le coup de prendre soin de soi maintenant, surtout que les modifications qu'on propose ne sont pas drastiques, puisqu'on ne s'adresse pas à des malades. Donc les gens n'ont pas peur. Donc il faut aller les convaincre petit à petit en proposant des modifications alimentaires qui vont tout doucement rentrer dans la routine. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai répondu partiellement à votre question, mais il n'y a pas forcément de temps de travail. Il y a des gens qui ont envie d'aller très vite, avoir des résultats très vite. Il y a des gens qui vont vraiment vouloir rentrer, modifier au fil du temps pour que ça devienne une routine et que ça devienne une évidence. En tout cas, nous, dans le projet, on a tous fini par changer quelque chose. Il y en a qui ont arrêté de fumer, il y en a qui sont venus en vélo, il y en a qui ont mangé différemment, inversé leur repas du midi, du soir. Enfin, on a tous trouvé naturellement sans qu'on ne demande de rien à personne. Donc, en étant conscientisé, on change forcément au moins une chose dans sa vie qu'on sait qui n'est pas bonne et qu'on peut quitter facilement.